Marty Ranson was the dork of Doddsville High. You get undressed in there. His classmates laughed at him. Are you ready? Here's Marty. They tormented him. They went too far. Now, 5 years later, Marty's throwing a little party. Lights on. A class reunion. Come on, you guys, let's party! They say he still roams the nut house, ever hopeful of that chance to escape, so he can take his evil revenge out on us all. And he's making sure everyone has the time of their life. I feel sick! He's created a romantic atmosphere for rekindling old flames. And a nice place to just hang around. Marty hasn't forgotten a thing. He's giving them a blast from the past they'll never forget. Marty Ranson is still a dork, but tonight he's getting even. Vestron Pictures presents Slaughter High. Enjoy your dirty trick. Aujourd'hui, dans les immanquables de l'horreur, petite réunion de classe. Vous retrouvez tous vos anciens amis qui ont bien grandi, actifs dans la vie professionnelle et mûris. Pourtant, dans le fond, ils restent les mêmes. Ceux avec qui vous avez fait les 400 coups, des vrais déconneurs, et parfois vous déconniez même un peu trop. C'est alors que vous croyez percevoir des pas au loin, dans le couloir du lycée déserté. Qu'est devenu celui que vous vous amusiez à charrier, humilier et torturer avec les copains? Ça, c'est un peu le pitch de Slaughter High, aussi titré Le jour des fous chez nous, réalisé par le trio Peter Lytton, George Dutchdale et Mark Ezra, produit par la Spectacular Trading International et distribué par Vestron Pictures et sorti en 1986. Pour remonter aux origines du film, parlons brièvement des trois larrons derrière sa réalisation. Vous le voulez bien? Nous avons Mark Ezra, un auteur de livres pour enfants. Oui, je sais, la trajectoire peut surprendre, mais il est aussi scénariste sur Slaughter High, donc l'écriture, c'est un peu son truc. Ezra a étudié le cinéma à l'université de Westminster, au Royaume-Uni, à Londres. Et croyez-moi, ça aura son importance. Concernant Peter Lytton, c'est originellement un designer en effets spéciaux. Le mec a conçu le personnage culte numérique Max Headroom, généré à l'ordinateur. L'image de Max Headroom est surtout associée à un célèbre détournement et incident qui a eu lieu en 1987, lorsque, lors de la diffusion d'un épisode de Doctor Who, un pirate a réussi à accéder à la chaîne et utiliser la mascotte pour propager une critique des médias, de la télévision, ainsi que des messages obscènes. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Vous noterez cela dit que Doctor Who c'est anglais, que Max Headroom est un personnage d'origine britannique, et que Peter Lytton l'est donc par conséquent aussi. Enfin pour ce qui est de George Dutchdale, je pense que vous avez fini par le comprendre avec les deux autres. Oui, lui aussi c'est un roast beef. On va voir en quoi c'est pertinent plus tard, mais déjà, comment se sont-ils retrouvés dans l'aventure Slaughter High? Eh bien en 1983, le producteur américain Dick Rendell demande à Peter Lytton, George Dutchdale et John Humphrey de travailler sur des effets spéciaux du film Don't Open Till Christmas, film qui compte déjà parmi ses comédiens des futurs membres du casting de Slaughter High, comme Kelly Baker et Caroline Munro. Le printemps suivant, Peter Lytton ne veut plus simplement rester aux effets spéciaux. Il explique à Dick Rendell que lui, George et Mark Ezra pourraient bien faire un meilleur film d'horreur. Dick Rendell et son partenaire, Steve Mynadian, forts du succès de Pieces, un autre slasher, décident de donner le feu vert. Il y a d'ailleurs une référence à Pieces dans Slaughter High. Le poster apparaît dans une scène assez méta où Dick Rendell joue avec humour un agent artistique, pas si loin du producteur qu'il est véritablement. Dick va se montrer très clair avec Mark Ezra, qui doit se charger d'imaginer le concept. Le titre est plus important que la qualité du film lui-même. Tout est dans le titre. Et ça vous dégoûte peut-être, car c'est une logique de producteur et que ça n'a pas grand-chose à voir avec le 7e art. Mais il a raison.
Le cinéma d'exploitation est une industrie et à l'époque, ce qui marche ce sont les titres catchy, au point que comme je l'ai expliqué dans ma critique de My Bloody Valentine, les gens ont une peur terrible de se faire voler leur titre. Le titre fait vendre plus que tout. Vendredi 13 avait un titre avant même d'avoir un script complet. Et Sean S. Cunningham avait aussi réussi à faire un très bon démarrage au box-office avec sa comédie Spring Break, entre autres grâce à cela. Mark Ezra entre donc chez lui. Il se met au travail. Le slasher doit avoir une date importante. Ça sera April's Fool Day, le 1er avril, le jour des blagues. Dick et Steve adorent son idée. Le prochain 1er avril allait tomber pendant le spring break des cours et trouver une audience auprès des jeunes. À la manière de R.L. Stein et certains auteurs, Mark Ezra, après avoir trouvé son titre prometteur, bâtira l'ensemble dans son histoire autour en faisant de multiples références au 1er avril. Mark Ezra prétend qu'il a été inspiré par le roman Ils étaient 10 d'Agatha Christie pour écrire son histoire, celle d'un jeune homme, Marty Renson, persécuté par ses camarades et qui décide des années plus tard de les assassiner, un par un, après les avoir anonymement invités et piégés dans leur ancienne école. Malgré ces dires, si on est honnête 2 secondes, l'inspiration d'Agatha Christie, c'est peut-être un peu pour se la péter en citant une référence littéraire. Parce que la vérité, c'est que nous étions en pleine slasher craze et que ce genre de film était légion. On pourra quand même lui accorder que, tout comme dans Ils étaient 10, les personnages sont effectivement invités. Le tueur ne vient pas directement à eux, mais ça reste léger. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'ayant côtoyé l'enseignement privé au Royaume-Uni, Ezra est plus que familier avec les sévices et les tortures infligées par des camarades. Il y a assisté de nombreuses fois, et c'était assez violent. Ça l'a marqué et il a tenté de retranscrire ça du mieux qu'il peut dans son script, faisant de Slaughter High non pas un simple slasher, mais aussi une revenge story assez efficace. Tout autant qu'un film de Rape and Revenge par exemple, je dirais. Ce qu'ils font subir à Marty est assez horrible et assez graphique. Il est complètement dénudé, vulnérable, presque violé dans son intimité, et au-delà des moqueries et des tourments psychologiques qui lui sont infligés, il subit un sacré nombre de violences corporelles, jusqu'à la goutte qui fait déborder le vase, enfin la goutte, plutôt la tonne d'acide qui lui asperge le visage. On a vraiment de la peine et de l'empathie pour le vilain de l'histoire, et on se range presque immédiatement de son côté. Pas un seul instant on ne réussit à se dire que ces victimes ne méritent pas leur sort. Enfin, à part le concierge qui n'avait rien fait. Mais ça c'est un détail. Hey, I told you kids I don't want no trouble. Cela dit, cette histoire assez simple est en fait assez commune dans les slashers, même dans ceux qui ne se déroulent pas un 1er avril. Terror Train, avec Jamie Lee Curtis, commence aussi par une blague cruelle qui tourne extrêmement mal et va trop loin. C'est un peu un prank goes wrong avant l'heure. Don't be shy. This is my first time too. Kiss me. Kiss me. On pourrait aussi citer The Burning, qui utilise ce trope. Même Victor Crowley dans Ratchet, d'une certaine façon, a été victime d'une très mauvaise blague. Et plus récemment, en 2015, le jeu vidéo Until Dawn commençait aussi de la même façon. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Bref, ce n'est pas le postulat de départ le plus original du monde, mais ce sont des films comme Slaughter High qui ont aidé ce cliché à s'imposer et à le sceller avec du ciment dans l'ADN même du slasher movie. Alors voilà, le film a tout pour lui. Pitch basique, mais qui a fait ses preuves.
argument marketing de la date iconique, et bien sûr un masque immédiatement reconnaissable pour le tueur. Un inquiétant et décalé visage de bouffon vieilli. Tous les ingrédients d'un slasher réussi. Mais ça va voler en éclats rapidement. La Paramount développe un autre film d'horreur, aussi nommé April Fool's Day. Les réalisateurs sont au départ rassurés, car les producteurs ont fait protéger le titre. April Fool's Day leur appartient, mais quand ils leur disent « On a le titre, pas vrai? Vous l'avez copyrighté ?» Steve Minasian leur répond qu'il a vendu le titre à Paramount pour 250 000 $ pour faire déjà du profit à partir du projet. C'est un coup dur pour Mark Kezra et les autres, qui avaient bâti le squelette entier de l'histoire autour du 1er avril. Mais trop tard pour le changer. Le film est renommé Slaughter High et les affiches joueront là-dessus avec des jeux de mots comme « Le corps étudiant part en lambeaux » ou bien « Nous promettons que Marty est diplômé de meurtre ». Et les problèmes ne vont faire que s'accentuer. Déjà, la pré-production de Slaughter High sera extrêmement rapide. 3 semaines pour écrire le film, caster les acteurs, d'où le recyclage de certains comédiens, et pour commencer le tournage. Ça ne fait vraiment pas beaucoup de temps. Mais ça ne fait pas peur au producteur Dick Randall, qui est connu pour trouver les fonds pour obtenir des budgets ridicules et tourner des films en une dizaine de jours maximum. Dick leur offre un budget de 100 000 $ pour tourner le film en 35 mm. Mais le film n'est pas tourné aux États-Unis. Ils le voulaient, mais ils n'avaient pas les moyens. Avec le taux de change, ils se retrouvent avec un budget, d'après leurs propres mots, horriblement serré, de 40 000 livres sterling. Mais tournage au Royaume-Uni oblige ou pas, c'est là que la manœuvre de l'imposture va commencer. Bien que produit par des producteurs américains et distribué par Westron Pictures, un studio américain qui aura pour successeur à la Lionsgate, que les fans d'horreur connaissent pour Saw notamment, Slaughter High n'en reste pas moins un film profondément britannique en son cœur. 3 réalisateurs britanniques, un crew majoritairement britannique, et des comédiens, oui vous l'avez deviné, britanniques. Il y aura bien quelques comédiens américains pour l'authenticité, mais on peut citer tout de même l'anglais Simon Scudamore en Marty Renson, notre grand méchant et victime au début du film, dont Slaughter High sera l'unique grand rôle malheureusement. On retrouve aussi l'ex-James Bond girl et icône de l'horreur Caroline Munro, elle aussi originaire de là-bas, précisément le comté de Berkshire. Elle a été castée principalement parce qu'elle était déjà la femme de George Dugdale, bien que cela ait été caché à l'époque sur le tournage. Une bonne partie des prises de vue pour l'extérieur de l'école de nos héros, ou plutôt anti-héros, auront lieu au Holloway Sanatorium, qui était alors abandonné. Oui, plutôt creepy, c'est un asile. Mais l'endroit a depuis été rénové et transformé en autre chose. L'équipe va tout faire pour faire passer son film pour un pur film d'horreur américain. Pour les scènes intérieures, des casiers vont être ajoutés pour donner un look américain, en sachant qu'au Royaume-Uni, les écoles en ont rarement. Les acteurs vont tenter tant bien que mal de forcer un accent américain, ce qui va donner un jeu d'acteur assez risible par bien des moments. Ils n'avaient pas le budget pour se payer un coach. Les voitures seront conduites sur le mauvais côté de la route, et la promo va jouer sur la filiation du film avec les slashers américains, ce qui est ni plus ni moins un mensonge, ou au mieux, une vérité complètement déformée. From the makers of Friday the 13th. Ah bon? Qui? Steven Minasian était apparemment lié de manière lointaine au premier Vendredi 13, et ils ont le compositeur de Vendredi 13, Harry Manfredini. Juste le compositeur. Alors oui, c'est cool, et oui, sa musique pour le film est fun et iconique, mais bon, de là à dire par les créateurs de Vendredi 13 au pluriel, en plus, faut aller chercher un peu loin. Mais ce qui fait vendre, et le thème principal du film, rythmé par les rires démoniaques de Marty, qui a l'air de chanter sa future vengeance sur ses anciens tortionnaires, est assez marquante pour être soulignée. Parler de Vendredi 13 dans la promo était donc une manière de plus de travestir le métrage en slasher américain pure souche. Mais au moins on notera qu'ils ont fait un effort. Il y a bien une référence directe à Vendredi 13 à l'intérieur du film, et avec un bruitage typique de la saga. Joe! Are you in there?
think I was? Jason. April Fools. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à la dernière complication et malédiction connue que le film a subie. Vous savez, au cinéma, les films maudits, c'est une véritable légende. Le tournage du segment de John Landis sur la 4e dimension qui se passe très mal, entraînant la mort du comédien Vic Morrow et de 2 enfants dans un terrible accident, en est un exemple probant. Dominique Dunne, l'actrice de Poltergeist, étranglée par son ex-petite amie, en est un autre. Ces légendes sur des films qui semblent attirer le malheur sont légion, en particulier lorsque c'est un film d'épouvante. L'esprit humain ne peut pas s'empêcher de lier ces événements aux 10 films, même quand ils semblent n'avoir aucun rapport direct. Il cherche des explications. Et Slaughter High a connu une tragédie. Ce film n'échappe pas à la règle car Simon Scudamore, alias Marty Renson, le bouffon et le tueur du film, décède le 21 novembre 1984, très peu de temps après le tournage de Slaughter High. Il ne verra jamais le film fini. Le jeune homme a fait une overdose suite à une consommation excessive de drogue volontaire et délibérée. C'était un suicide. Le film, qui a été tourné en 1984, ne serait sorti qu'en 86 à cause de cela d'après une rumeur persistante. Étant donné que Simon Scudamore joue un adolescent intérieurement mal dans sa peau, normal, elle est brûlée au 3e degré, et qui est la tête de turc des autres, et s'ouvre de psychose au point de tuer, il a été difficile pour beaucoup de gens de ne pas faire la connexion glauque entre son personnage à l'écran et sa mort soudaine qui a frappé de façon si rapprochée du film. Ça rajoute forcément involontairement une certaine aura au film, un certain cachet. Les réalisateurs se sont eux-mêmes posé des questions. Ils craignaient que leur film n'ait accentué les graves troubles psychiques dont souffrait Scudamore et sa dépression. Bien qu'il soit extrêmement difficile de trouver des informations sur lui, je peux tout de même démentir cela. Aux funérailles, la mère de Scudamore aurait confié à Peter Lytton et Dutch Dale que leur film était la seule chose qui sortait Scudamore de sa dépression et que travailler sur Slaughter High constituait l'une des seules sources de joie de la fin de sa vie. Simon est même resté clean tout au long du tournage. La seule chose qu'il refusait, c'était d'arrêter les sessions d'enseignement qu'il avait en parallèle avec des enfants. Le tournage devait donc l'accommoder pour ces scènes. Rest in peace. Ce film est assez particulier. Sur bien des aspects, il a les défauts typiques de ce genre de production, renforcés par les conditions compliquées qui les empêchaient de faire le film là où ils le désiraient vraiment. Outre le jeu d'acteur assez mauvais, on peut noter un gros problème de crédibilité. Entre les débuts du film où les jeunes s'en prennent à Marty et les meurtres, 5 ans se passent. Si le film ne nous avait pas montré ce qu'il s'était passé à l'époque et nous avait laissé tout imaginer, le métrage fonctionnerait peut-être mieux. Pour 2 raisons. Déjà parce que, comme déjà dit, ce qui arrive à Marty est tellement violent qu'on n'a aucune empathie pour ses victimes. Si on avait laissé ça libre à l'imagination, on aurait pu trouver que Marty dépasse les bornes, éventuellement. Mais là, voir ce qu'il s'est pris en pleine tronche par tous ces enfoirés, ça fait mal. D'un côté, ça donne un aspect osé au film qui est le bienvenu, et ça rend la revenge story savoureuse. Mais de l'autre, ce n'est pas Marty qu'on suit directement. Ce n'est pas lui le héros. Ce sont tous ces jeunes qui vont nous ennuyer au cours d'interminables scènes et nous irriter alors qu'on les a déjà en antipathie. On peut dire que c'est un choix délibéré de la part de Slaughter High, nous les faire détester pour mieux les tuer ensuite. Oui, d'accord, mais les meilleurs slashers comme le premier Elm Street arrivent à créer une connexion avec des victimes attachantes pour rendre leur mort plus atroce et injuste. En nous mettant du côté du tueur, on annule la tension dramatique. Les morts deviennent simplement drôles, mais on gagne en côté jouissif. Un mal pour un bien, mais ça reste une facilité d'écriture plutôt que de nous proposer des personnages fournis et complexes. Autre raison de ne pas nous montrer ce flashback de départ au final assez inutile, l'âge des acteurs. Sérieusement, si le film se passait uniquement dans le présent, on pourrait y croire à peu près, car ça met en scène de jeunes adultes qui ont fini le lycée depuis 5 ans. Donc on se dirait, bon bah on a affaire à des adultes, normal. Mais là, les voir exactement pareil au début, et tout aussi vieux après, on a bien du mal à avaler la pilule, et même à croire qu'ils puissent jouer des adolescents lors des premières minutes. Surtout pour Caroline Munro, qui avait, il me semble, au moins déjà 35 ans. Et la différence entre elle et le reste du casting se voit. I actually said, I think that's a bit ridiculous, don't you? And they said, well, and are you going to get really young people? Because the others obviously were much younger than I am. In fact, I think Kelly was really, she was very young. So they said, oh, I'm sure it'll be fine. So
I did it. For my sins, I did it. I loved doing it. It was a terrific experience. Caroline Munro reste une icône, cela dit. Elle a tourné dans de nombreux films d'épouvante et avait un contrat avec la Hammer durant de nombreuses années. Sans ordre particulier, on peut citer Captain Kronos Vampire Hunter, Dracula AD 72, Dr. Phibes avec la légende Vincent Price, The Last Horror Film, tourné en France au Festival de Cannes, et même Maniac de William Lustig. Lustig l'avait emmené voir le Halloween de Carpenter à Times Square et lui avait dit « Tu vois ça ? C'est ça que je veux faire. » Le lundi matin suivant, elle avait pris sa décision de passer de l'horreur gothique, peuplée de vampires et créatures ailées, aux slasher movies modernes, et après cela, elle n'a plus jamais vraiment fait marche arrière. Suite à Slaughter High, par exemple, elle a joué dans le slasher français de Regis Franco, Les Prédateurs de la Nuit. Enfin, être une actrice sympa ne la sauve pas. Son personnage est complètement détestable avec Marty, et en fait des caisses de surjeu. Ce qui ajoute un côté cheesy au film, diront certains, mais on y reviendra. Le plus gros problème du personnage que joue Caroline reste sa bêtise. Les slashers ne sont pas toujours fins d'esprit, mais généralement quand on est fan du genre, on devient indulgent, et on se dit que ça fait partie du charme. Mais là, c'est trop. Regardez ça, mais regardez ça. À ce stade, elle veut l'aider à ce qu'il la tue. C'est pas possible. Et d'ailleurs, ok, c'est la Unlikely Final Girl, la dernière à être en vie au moment de la chasse. Même si c'est dommage, car je m'étais beaucoup plus attaché à Nancy, qui avait l'air bien plus sympa, même si elle n'assume pas trop ses actes. Oh, you're sure? Oh, that's great. If it hadn't been for you and your stupid jokes, we wouldn't be here. Mais par contre, cette scène de poursuite dure 10 fois trop longtemps. L'absence de musique à certains moments réussit à créer une certaine angoisse. Et j'aime la façon dont Marty n'est traité que comme un nerd. Ce n'est pas Jason, et il peut totalement être soulevé ou balancé par Caroline Munro. Les meurtres sont le gros point positif du film. Le film regorge d'inventivité, de trouvailles, et les différentes scènes de massacre mettent parfaitement à l'honneur le tueur. Sans être des génies de réalisation, ce simple plan en contre-plongée ou cette ombre iconise complètement le tueur du film. Un boogeyman qui, de nuit comme de jour, met fin à la vie de ces jeunes gens de la plus saugrenue et violente des façons. Une bière qui passe un peu mal. Un bain d'acide qui brûle vivante une fille qui, plutôt que d'en sortir, reste plantée là à crier jusqu'à ce qu'il ne reste que son squelette dans une mare de crasse et de sang. Et même quand on subit une histoire de coucherie et tromperie entre deux personnages détestables, Marty Renson vient nous gratifier d'un orgasme électrique. C'est le cas de le dire. Slaughter High ne désigne pas sur son aspect slasher et offre aux amateurs ce qu'ils sont venus chercher, en ayant même plus d'inventivité que certains films appartenant aux grandes sagas de ce sous-genre. Alors oui, par contre, c'est complètement what the fuck. C'est pas réaliste pour un sou, c'est même surréaliste et cartoonesque as fuck, mais c'est du fun en bas. C'est un peu mal fait, avec des effets vieillots et datés, même pour l'époque dû au budget, mais ça renforce le côté drôle et exagéré de ce que l'on voit. Alors on n'est pas au niveau d'un Reanimator ou d'un Evil Dead 2, mais ça fait le café sans poser de questions. Mais c'est ça le problème. Est-ce que ça voulait vraiment nous faire rire? Il y a un problème avec Slaughter High. Le film a une atmosphère assez angoissante et totalement comique de par sa musique à d'autres passages. Congratulations, Skippy. You're almost making me laugh.
Le lieu est inquiétant et imposant, vraiment bien trouvé. Autant on ne ressent pas du tout le gap au niveau âge pour les acteurs, autant on finit par croire totalement à ce lycée abandonné où la végétation a repris ses droits. On ressent une atmosphère mystérieuse, même si au final on comprend très vite que c'est sans aucun doute Marty le tueur, sans aucun twist là-dessus. La scène où ils se rendent compte que quelqu'un a organisé la fête, que quelque chose ne tourne pas rond, et qu'ils ont tous un point commun, avoir fait du mal à Marty, que personne d'autre n'est invité, et qu'ils s'aperçoivent que le casier de Marty a été déplacé dans la pièce, là ça installe une ambiance intrigante et envoûtante. Somebody turn the lights on. Holy shit. This is weird. Reminds me of prom night, doesn't it, Joe? Yeah. Oh, yeah. Just before I passed out. It's spooky. You think we should take a look inside? You wanna? No way. I'll do it. Malheureusement, rapidement les morts s'enchaînent et le film n'en fera absolument rien, retombant dans le ridicule, alors qu'il avait les cartes en main pour se sortir de ce côté campy, cheesy et nanar réservé à la série B. On pourrait se dire en voyant certaines morts incroyablement connes, mais dont on se délecte avec un plaisir certain, que le tout était volontaire, et que le film doit être ridicule. Et quand on voit la fin onirique et cauchemardesque, avec les victimes qui se jettent sur Marty, on peut se dire aussi qu'ils ont vraiment voulu pousser le curseur dans le n'importe quoi et le over the top. Mais non. C'est juste un manque de moyens visiblement, d'après Mark Ezra lui-même qui a déclaré « S'il est vrai que j'ai tendance à écrire des trucs ironiques, le film était censé faire peur. Le budget serré ne nous a permis qu'une seule prise pour la plupart des plans. Ce n'est pas la meilleure façon de filmer. Certains des effets semblaient très faibles. Le torse fondant dans le bain d'acide étant le pire. Et Marty était censé avoir une cigarette qui explosait. L'explosion avait l'air si cheap et nous n'avons pas pu re-shooter la scène. Certaines des idées de Peter étaient excellentes, mais nous n'avions pas les moyens de les réaliser correctement. Il y a quand même l'air d'y avoir eu une forme de mauvaise communication autour de la tonalité du métrage, car Caroline Munro dit l'inverse. Elle prétend que l'intention du film reste du tongue-in-cheek, du sarcasme, de l'ironie, de l'humour si vous préférez, et que les accents mal joués ont contribué à cela. Difficile au final, quand il y a 3 réalisateurs différents, de déterminer quel était le ton véritablement voulu. Mais si Slaughter High devait faire peur, alors contrairement à des films plus poisseux et anxiogènes comme Halloween et Elm Street, il a perdu. Contrairement à certains, je ne pense pas que le film ait beaucoup de recul par rapport au genre du slasher. Oui, il existait des slashers méta bien avant le Scream de Wes Craven, comme le chapitre 6 de Vendredi 13, qui avait une certaine ironie. Mais là c'était différent. On voyait des éléments concrets allant dans ce sens. Jason iconisé comme James Bond faisant référence au statut culte qu'il a acquis. Les personnages se mettant des bandeaux d'aide sur la tête pour montrer qu'ils sont de la chair à canon juste avant de mourir. Le fossoyeur qui dit ça, pas jamais à ce goût étrange qu'ont les gens pour se distraire. Représentant ainsi des censeurs et l'Amérique puritaine et conservatrice qui juge les slashers et ce que les jeunes consomment. On voyait qu'il y avait un recul humoristique. Tom McLaughlin, le réalisateur, avait même été envisagé pour réaliser Scream. Là, dans Slaughter High, je suis désolé, mais il n'y a rien de ça, rien de tangible pour indiquer que oui, c'était une parodie. C'est juste un film maladroit qui fait rire. De plus, certains passages que je trouve drôles, au demeurant, sont de manière très claire, involontaire, dues à la délocalisation du projet au Royaume-Uni. Par exemple, un personnage dit ça. Nancy, listen. It's dawn. April Fool's Day ends at noon. Marty won't hurt us after midday, I'm sure of it. Oh, you're sure? Ce qui est complètement con. Pourquoi les blagues du 1er avril s'arrêteraient à midi et ne dureraient pas toute la journée? Eh bien parce qu'au Royaume-Uni, contrairement aux États-Unis, c'est le cas. Encore une incohérence involontaire qui vient rendre confus le public. Pour en revenir à la fin du film, la scène du réveil à l'hôpital était ambiguë. Est-ce que tout le film était un rêve? Et ça expliquerait pourquoi les victimes de Marty n'ont pas vieilli et sont du même âge qu'au début. C'est parce que Marty se les représente tels que dans le souvenir de son traumatisme.
Où est-ce que Marty a été retrouvé sur les lieux, après le massacre, et emmené? C'est libre à interprétation, mais la première est plus probable car je pense qu'il se serait aperçu qu'il s'agit d'un tueur dans le deuxième cas de figure. Mais bon, après je ne les surestime pas trop, je ne pense pas non plus qu'ils avaient pensé à tout ça et qu'ils avaient mis beaucoup de réflexion derrière ce choix. À ce qu'il paraît, c'est tout simplement que la fin du film manquait de punch et qu'il fallait rajouter un petit rebondissement, comme la fin du premier Vendredi 13 avec le Jason qui sort du lac, sous forme de séquence de rêve. Le film a été acheté par Vestron Pictures pour 10 fois son prix de production au Festival de Cannes. Au début, Mark Ezra n'a pas compris pourquoi son film avait été vendu aussi cher. Lors de sa projection, l'audience avait quitté la salle à peine 5 minutes après le lancement du film. Les amis de Mark ont insisté pour le rassurer et le voir jusqu'au bout. Ils ont aimé. Mark, lui, est forcément sorti dépité. Et le producteur lui aurait dit « Tu n'as pas compris? Ils sont tous sortis pour être les premiers à l'acheter. Ils l'adorent ton film, Mark !» Bien que les acheteurs aient flairé le potentiel de ce petit film d'horreur modeste, Le Jour des Fous sortira le 14 novembre 1986. Sorti dans un nombre de salles limité. Il sera également diffusé en février et avril 87. Il remportera 90 000 $ dans la période du 24 au 27 avril. Bien qu'étant loin d'être un mastodonte des slashers, les réals restent plus ou moins fiers de leur travail accompli, ayant fait du mieux qu'ils pouvaient. Même si une partie des membres de l'équipe a revu peu de fois le métrage depuis. Ils ont avoué que l'idée de réaliser un film en trio n'avait pas payé, et qu'il a fallu pour eux se reporter sur d'autres jobs après cela. Au final, d'après Caroline Munro, le film a eu l'effet escompté sur les fans de genre américains après toutes ces années, réussir à leur plaire. Certains redécouvrent cette pépite un peu oubliée et poussiéreuse et l'apprécient à sa juste valeur. Un film fun sans prise de tête. Même si beaucoup le font en le trouvant cheesy, et bien que Caroline Munro dise qu'en le prenant ainsi, ils comprennent le film et que c'était volontaire, j'ai des doutes sérieux sur ce point. Mais au moins, vous savez quoi, c'est pas grave. Il réussit à fonctionner sur eux de cette manière. Quant à moi, je trouve que c'est un slasher sympathique, mais schizophrénique sur les bords, qui galère à trouver son juste milieu et sa place, et qui a un gros problème de rythme, parce qu'honnêtement, on pourrait bien lui retirer 10, voire 20 minutes sur la fin pour éviter de nous endormir. Il n'en reste pas moins un vilain cool, sorte de figure horrifique de seconde zone à ranger aux côtés des Cropsey, Tolman, Matt Cordell, la chouette de Bloody Bird et Pumpkinhead pour ne citer que. Et je dis ça sans désamour aucun, bien au contraire. J'aime beaucoup ces espèces de bras cassés, de personnages de films d'horreur mal aimés, uniquement connus des vétérans, et qui n'atteindront jamais le prestige et l'estime que les gens ont pour Michael Myers, Jason Voorhees et Freddy Krueger. C'est un film qui n'est pas fait pour tout le monde, mais pour les véritables aficionados du slasher, qui ne font que regarder ça à longueur de temps, sa générosité saura probablement vous convaincre. Lionsgate avait d'ailleurs très bien résumé le statut du film en le ressortant en 2009 dans sa collection de DVD, La Collection Perdue, les meilleurs films que vous avez totalement oubliés. Et n'oubliez pas autre chose, vous ne vous souvenez peut-être plus du gars que vous emmerdiez au lycée ou au collège, mais lui, il se souvient de vous. On se retrouve bientôt, si vous êtes en vie.